Non, je ne pense pas que je vais me faire vacciner. Je n'ai pas vraiment confiance au vaccin. Comment la France, pays d'origine de la vaccination, est devenue l'un des pays les plus réfractaires aux vaccins dans le monde entier? Un sondage datant de début janvier indique que 58% des Français ne souhaiteraient pas se faire vacciner contre le Covid. Mais cette défiance ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons voir comment 3 événements ont participé au glissement de l'opinion des Français concernant la vaccination. L'hépatite B dans les années 90, une étude controversée et déformée à la fin des années 90, et la grippe H1N1 en 2009. Et nous verrons comment ces événements font écho à la situation actuelle, avec la peur des effets secondaires, le poids de la désinformation et les soupçons de conflits d'intérêts. Pour en parler, nous serons avec Laurent-Henri Vigneault, historien des sciences et maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Pour commencer, il faut remonter dans les années 90, et une large campagne de vaccination contre l'hépatite B lancée par l'État. Dans cette partie-là, il sera principalement question de la peur des effets secondaires après la prise d'un vaccin. Tout part d'une recommandation de l'OMS qui souhaite intégrer le vaccin contre l'hépatite B dans le calendrier vaccinal. Nous sommes en 1991. En 1992, une stratégie proposée par un groupe de travail de l'OMS est approuvée. Et un an plus tard, un comité technique de la vaccination en France propose toute une série de mesures destiné à la mise en place de la campagne de vaccination en France. En 1994, le gouvernement se donne pour objectif de vacciner plus de 20 millions de Français. Cela se passe sous l'impulsion de Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé. Pour rappel, l'hépatite B, c'est un virus qui provoque des cirrhoses ou encore des cancers du foie. François Bayrou, alors ministre de l'Éducation, lance une grande campagne de sensibilisation et de vaccination des adolescents des classes de 6e. L'objectif, faire la promotion des vaccins auprès des adolescents. Et ce fut un véritable succès. Plus de 60% des élèves de 6e ont été vaccinés la première année. Seulement, tout ne va pas se passer aussi bien qu'espéré par le gouvernement. En effet, l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé va recevoir des signalements d'effets secondaires concernant ce vaccin. On commence alors à se poser des questions concernant un lien possible entre le vaccin et l'apparition de maladies neurologiques, dont des scléroses en plaques. Si bien qu'en 1997, une association de victimes du vaccin contre l'hépatite B est créée et des plaintes sont déposées. En 1998, Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé, décide de suspendre la vaccination systématique dans les collèges au nom du principe de précaution. Sur le moment, ça n'entame pas la confiance, puisqu'en fait, les taux de confiance dans la vaccination en général restent élevés, autour de 90% jusqu'à la crise H1N1. Mais en réalité, il y a 2 phénomènes qui se produisent là, à l'occasion de ce débat sur le vaccin anti-hépatite B. C'est d'une part que 2 ministres se sont succédés et ont tenu des discours contraires, et ça c'est très difficile à comprendre pour le citoyen lambda, que 2 experts, entre guillemets, puissent ainsi se contredire. Donc la thématique ici, c'est de se dire si le ministre doute ou si les ministres doutent, alors pourquoi moi je ne douterais pas? Ensuite, le débat donc, sur la possibilité d'effets secondaires graves non avérés dans ce cas a été mis sur la place publique, c'est-à-dire il y a eu des articles de journaux, les gens ont été informés que peut-être il y aurait un lien. S'ensuivent des décisions judiciaires qui alimentent les doutes autour de ce vaccin, comme en 2014 où l'État a été condamné à verser 2,4 millions d'euros à une infirmière ayant développé une sclérose en plaques après sa vaccination contre l'hépatite B. Pourtant, aucune étude significative n'a prouvé qu'il y a un lien entre ce vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques. Ainsi, en 2015, après 17 ans d'instruction, le parquet de Paris requiert un non-lieu dans l'enquête sur le vaccin contre l'hépatite B. Pour ce qui est de ce vaccin-là, la confiance sera plus faible que pour les autres vaccins durablement, y compris jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en 90, les Français ont enregistré une information comme quoi il y avait un problème avec ce vaccin hépatite B. Comme l'explique Laurent-Henri Vigneault à la suite de cet épisode, la confiance des Français en la vaccination n'a pourtant pas été entamée. On constate ainsi, selon des chiffres de Santé publique France, qu'en 2000 puis 2005, plus de 90% des Français étaient encore favorables à la vaccination. Passons maintenant à la désinformation. On va parler d'une étude scientifique falsifiée qui est encore très souvent utilisée sur les réseaux sociaux par les anti-vax. Au moment des faits, l'impact s'est surtout fait ressentir auprès de nos voisins britanniques. On repart à la fin des années 90 et d'un possible lien entre, d'un côté, l'autisme et de l'autre, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, autrement appelé le vaccin ROR. C'est l'ancien chirurgien britannique Andrew Wakefield qui va publier des travaux pour, selon lui,
prouver ce lien. Nous sommes en 1998 quand Andrew Wakefield publie un article fracassant dans la célèbre revue scientifique The Lancet. Il y décrit le développement chez l'enfant de formes d'autisme qu'il relie à la vaccination ROR. Le problème avec l'étude d'Andrew Wakefield, c'est que ces recherches ne se basent que sur 12 patients. De plus, aucune comparaison n'a été faite avec des enfants en bonne santé. D'ailleurs, aucune autre étude épidémiologique n'a retrouvé la corrélation pointée par l'ancien chirurgien. Au final, il s'est avéré que les travaux publiés étaient falsifiés. Entre 2004 et 2010, un journaliste d'investigation du Sunday Times, Brian Deer, révèle tout sur cette affaire. On y apprend notamment les liens d'intérêt entre Wakefield et une organisation d'avocats anti-vaccination qui avait sponsorisé l'étude. Pour ce qui est de l'exploitation de l'affaire Wakefield en France, encore une fois, c'est quelque chose qui appartient uniquement aux militants anti-vax les plus aguerris, les plus déterminés, les mieux renseignés, si on veut. Mais encore une fois, à propos de la campagne qui a préparé la loi d'obligation des 11 vaccins de l'enfance, cette question est revenue notamment à travers un reportage, un documentaire créé pour Internet par Wakefield lui-même. C'est un documentaire un peu sur le même type de ce qu'on a vu à l'automne avec Hold Up, c'est-à-dire qui a été fait par des militants qui ont pour but justement de déconsidérer, en l'occurrence ici, la vaccination. Une fois qu'on a démontré tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Qu'Andrew Wakefield intervient toujours dans les conférences organisées par les ligues anti-vaccination, mais surtout que ce lien qui n'a pas été prouvé entre l'autisme et le vaccin ROR va continuer de vivre sur les réseaux sociaux et sur Internet et qu'il va participer à la naissance d'un comité d'antivax convaincus qui vont tenter de propager ce message auprès d'une nouvelle audience avec l'épisode de la grippe A quelques années plus tard. À la tête de ces messages, le professeur Luc Montagnier ou encore le professeur Henri Joyeux qui défendent encore aujourd'hui toutes ces théories. C'est un épisode bien plus récent qui marque une chute dans la confiance des Français contre la vaccination. On va parler ici des soupçons de conflit d'intérêts entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques, ainsi que de l'importance des réseaux sociaux qui dépassent les autorités et les experts à cette époque. Nous sommes en mars 2009 et un virus H1N1 fait son apparition au Mexique sous une forme génétique inédite. Cela se propage dans plusieurs pays dans le monde et le 30 juillet 2019, le virus H1N1 se déclare en France avec la mort d'une jeune fille qui avait contracté le virus. C'est ici, au CHU de Brest, qu'une jeune fille de 14 ans atteinte de la grippe A est décédée il y a près de 2 semaines. Face à ce virus, la France décide de commander 94 millions de doses de ce vaccin. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Quelques mois plus tard, la Cour des comptes se montre critique sur la gestion de cette épidémie, notamment pour son coût, mais également sur la façon dont l'État l'a gérée. Alors qu'un établissement public chargé des stocks des produits de santé aurait dû gérer la quantité de vaccins à commander, par exemple, c'est le ministère de la Santé qui était aux manettes. Cette omniprésence décisionnelle du gouvernement a donné les arguments nécessaires aux antivax pour y voir un conflit d'intérêts de l'État qui aurait orchestré l'achat de vaccins en trop grand nombre à un prix surélevé et au laboratoire de son choix. Au final, sur les 94 millions de doses commandées, 44 millions ont été facturés et 6 millions seulement utilisés. La facture globale de cette commande s'élevait à 382 700 000 €. L'affaire de 2009 se résume à une seule équation. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas pandémie? La ministre, pour des raisons qui lui appartiennent, a choisi de ne pas procéder comme c'était prévu, donc en faisant appel à ces centrales d'achat indépendantes, etc. Je ne sais pas ce qui a motivé ce choix, mais les parlementaires sont tout à fait fondés à ce moment-là à lui demander de rendre des comptes. Mais je redis qu'on regarde tout ça à la loupe, on inspecte tout ça au microscope pour la seule et unique raison qu'il n'y a pas eu de pandémie réellement. À cette époque, les autorités ont dû faire face à un autre problème, la propagation de rumeurs et de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ainsi, on peut lire dans un rapport de l'Assemblée nationale: c'est probablement sur Internet que les rumeurs les plus folles ont pu courir sur la nature de la grippe H1N1 et sur les vaccins. Le rapport précise aussi l'absence des autorités et des experts pour répondre à toute cette vague de désinformation. Effectivement, les réseaux sociaux en 2009
C'est peut-être la première crise de ce genre où ils ont joué un rôle, dans le sens où des informations contradictoires, des contre-informations ont pu circuler facilement, je me dirais horizontalement. Donc moi, je ne dirais pas que les réseaux sociaux ont joué un rôle ou qu'ils ont contribué à faire échec à la campagne de vaccination. Je dirais qu'ils ont été le moyen d'expression de l'échec. À la suite de tous ces cafouillages autour de l'achat excessif de vaccins, on enregistre une baisse significative de la confiance des Français en la vaccination. On passe ainsi de plus de 90% de confiance en 2000 et en 2005 à environ 60% en 2010. Ainsi, près de 40% des Français cette année-là déclarent n'être pas favorables ou pas favorables du tout à la vaccination. En 2014 et en 2016, la confiance remonte, mais sans jamais atteindre les niveaux d'avant. On en arrive à 2020 et au vaccin contre le Covid-19. Après plusieurs épisodes chaotiques, on constate que la défiance des Français vis-à-vis de la vaccination est importante. Ajoutez à cela une nouvelle technologie vaccinale, l'ARN à messager, qui inquiète même les moins sceptiques, et on en arrive à ce chiffre publié au début du mois de janvier 2021 de 6 Français sur 10 qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner contre le Covid-19. Comme vous avez pu le constater au cours de ces différents épisodes, ces événements ont laissé des traces dans l'esprit des Français qui, encore aujourd'hui, craignent d'être trompés par les experts et les politiques. Ajoutez à cela des scandales sanitaires comme le sang contaminé ou encore des affaires comme le Mediator, et vous obtenez une défiance globale accentuée actuellement par une crise sanitaire inédite.